De retour dans l'Africa Newsroom, Jean-Marie Bitomo, Manika Chariel, Fred Chango, nos éditorialistes sont toujours avec nous. Le Kenya a récemment ouvert à Nairobi un laboratoire médico-légal qui sera capable d'analyser et de tracer génétiquement les pièces saisies afin de rassembler les preuves du braconnage et de construire des dossiers beaucoup plus solides devant la justice. Idlet Mirabel Bissou. Braconnage, un fléau qui menace l'équilibre de l'écosystème et la survie des espèces protégées. Sur le continent, les gouvernements multiplient les actions pour protéger la faune. Au Kenya, les autorités ont ouvert un laboratoire médico-légal pour le renforcement de la lutte contre le braconnage. Notre laboratoire remplit essentiellement trois fonctions. L'une d'elles est de faire l'analyse de la viande de brousse. L'autre, c'est d'étudier la croissance du rhinocéros à travers son ADN. Et troisièmement, avoir une base de données des éléphants pour faciliter les poursuites judiciaires contre les braconniers. Ce laboratoire va permettre, à travers des analyses médico-légales et génétiques effectuées sur les espèces saisies, de réunir les preuves nécessaires pour poursuivre les suspects de braconnage devant les tribunaux. Cette infrastructure, estimée à $623 000, est la deuxième du genre sur le continent après l'Afrique du Sud. Je crois que c'est une belle initiative pour la conservation de la faune dans ce pays. Elle améliore l'utilisation de la science dans la lutte contre le braconnage. Alors, nous exigeons un certain nombre d'approches de questions de sécurité, leur application de telle sorte que nous puissions vraiment intégrer la science dans la lutte contre le braconnage. Le braconnage d'animaux sauvages et le trafic illégal de l'ivoire ont connu ces dernières années une augmentation inquiétante, non seulement au Kenya, mais aussi dans les pays d'Afrique orientale et australe. En mars 2015, les autorités kenyanes ont procédé à la destruction de 15 tonnes d'ivoire. Il s'agit de la plus importante quantité jamais incinérée en Afrique. La valeur marchande est estimée à plus de $30 millions. Alors Alfred, dans ce type d'affaires, les poursuites et les condamnations sont très rares parce que on manque de preuves en fait. Alors est-ce que ce genre d'initiative, laboratoire médico-légal, est-ce que c'est crucial pour mettre un terme au braconnage ? Amira, ça rentre dans le cadre d'un dispositif beaucoup plus général. Ça manquait effectivement, puisque jusqu'aujourd'hui, en quoi la lutte contre le braconnage a consisté, c'est à former des brigades anti-braconnage et puis à traquer les braconniers. Alors souvent, ça s'est terminé soit par la fuite des braconniers, soit par la mort de certains d'entre eux ou des blessures pour les gardes forestiers. Donc ça a été uniquement cela. Et quand on sait effectivement aussi qu'ils ne travaillent pas tout seuls, parce qu'il y a des commandes qui viennent d'Asie, en particulier de la Chine, ça c'est connu, donc il faut effectivement tracer comment ça, les actions de braconnage qui sont commises, et puis effectivement le laboratoire peut le permettre. Mais cela signifie aussi que déjà il faut marquer les animaux et puis il faut, comment je dirais, renforcer la surveillance nocturne, parce que souvent c'est ça qui se passe, pour pouvoir savoir d'où viennent les braconniers, mais souvent aussi ils sont, comme les animaux sont transfrontaliers, passent d'un parc à un autre, d'un pays à un autre, qu'on ne peut pas stopper cela. Ça rend parfois les choses beaucoup plus difficiles, mais ça, même la création d'un institut médico-légal ne va pas permettre de résoudre dans l'immédiat le problème, puisque c'est un long processus. Alors Malik, il y a un cas de braconnage qui avait fait beaucoup parler de lui au Kenya. Le chef présumé s'était d'ailleurs exilé en Tanzanie. On l'a extradé au Kenya, mais aujourd'hui, le dossier n'a toujours pas avancé. Il y a peut-être un manque de moyens, comme l'a souligné Alfred, mais il y a peut-être également un manque de volonté. De volonté politique. Quand vous voulez participer au bon développement économique d'un pays, non, il est du ressort de l'État de poursuivre justement les auteurs de faits, comme vous l'avez cité, qui justement empêchent ce bon développement économique. Pourquoi? Parce que les réserves nationales qui existent au Kenya, ça attire des touristes. Ça participe aussi au bon développement économique du pays. Tant que vous n'avez pas cette autorité politique-là, ce laxisme-là, ça ne peut que justement faire empirer la situation au Kenya. Maintenant, je voulais parler d'un objet par rapport à ce sujet-là. Au Kenya, il y a 33 000 éléphants. On en compte 33 000. C'est une espèce en voie d'extinction. Et je pense que la meilleure des coopérations, c'est la coopération entre les États. Parce que justement, beaucoup de braconneurs font leurs faits
le braconnier font leur fait dans les pays d'origine et peuvent partir comme ça sans être inquiétés justement dans un autre pays. Le commerce de l'ivoire a atteint des sommets, des prix extravagants, ce qui justement alimente ce trafic-là. Donc tant que vous n'avez pas cette coopération entre les États, ce phénomène-là va justement prendre de l'ampleur. Et aussi, il y a un manque de volonté politique quand on voit la corruption qui existe parmi les gardes qui justement sont chargés de surveiller ces réserves-là. Il faut le dire aussi, il y a de la corruption aussi dans ce système-là. Donc je pense que c'est un problème de volonté politique. Alors Jean-Marie, pour donner quelques chiffres rapidement, au Kenya, 4% des personnes condamnées pour braconnage vont en prison, selon une étude. Et selon cette même étude, dans 70% des cas, des pièces manquaient au dossier. On a l'impression que la justice ne fait pas forcément son travail quand il s'agit de braconnage. Vous savez, le braconnage, vous voulez, je parlerai, si vous voulez, Amira, de manière assez crue. Le braconnage, c'est quoi? Le braconnage au niveau des animaux, c'est quoi? C'est de la mafia, tout simplement. Ce sont des filières qui sont suivies par des mafias internationales. Alfred en a parlé là tout à l'heure. Il est temps que les pays africains, vous avez aussi, ça se passe aussi en Asie, il n'y a pas que l'Afrique. C'est vrai qu'on parle de chez nous en Afrique. On se trouve dans une dimension environnementale globale dont a parlé Malik là tout à l'heure. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les États dans lesquels le fait qu'on puisse mettre en place un laboratoire comme celui-là, ces États-là doivent avoir ces outils-là qui leur permettent de suivre, puisque c'est pratiquement un patrimoine, comment dirais-je, international. Quand on parle par exemple de l'effet de serre aujourd'hui, là, quelle est la partie qui permet au monde entier de respirer? C'est l'Amazonie. Et c'est la même chose, si vous voulez, pour tout ce qui est la faune, la flore et qui s'ensuit. Ce sont des décisions qui doivent être prises au niveau international avec des condamnations dissuasives. Tant que le politique ne met pas en place un cadre qui permet de pouvoir sauvegarder les animaux de ce braconnage-là, il n'y aura pas d'amélioration. Tout simplement pourquoi? Parce que ça rapporte de l'argent. À l'intérieur des États, vous avez des complicités. Vous n'allez pas me dire que vous allez sortir. Quand vous sortez d'un État, vous avez une douane qui contrôle, c'est-à-dire les marchandises qui sortent du pays. Et si dans ces marchandises-là, vous vous retrouvez avec des livoires, bon, les douaniers doivent quand même se poser la question de savoir mais d'où provient cet ivoire-là. Donc il va falloir que nous arrêtions, si vous voulez, de nous plaindre vis-à-vis de l'extérieur, que nous essayons d'abord nous-mêmes de prendre des mesures drastiques et draconiennes pour pouvoir sécuriser et stabiliser cette richesse-là dont a souligné Malik là tout à l'heure, qui rapporte, qui fait vivre le pays. Le tourisme, concernant le Kenya, fait vivre une bonne fraction de la population. Jean-Marie, vous parlez de corruption au niveau des douanes. On va peut-être d'ailleurs en parler à la fin de l'émission, si on a le temps. Et en Tunisie, les autorités misent sur les énergies renouvelables pour garantir une économie croissante. C'est dans le cadre de la stratégie tunisienne de développement des énergies renouvelables que 143 machines ont été mises en place pour faire fonctionner le principal centre éolien de Bizerte. Christelle Ndayambaya. En Tunisie, 6% de la production électrique est assurée par l'énergie éolienne. Pour atteindre cette performance, les autorités ont mis en place en 2000 la première centrale éolienne de Sidi Daoud qui a été dotée au départ d'une capacité de 10,56 MW avant de réaliser 2 extensions de 8,72 MW en 2003 et 34,32 MW en 2009. Les énergies renouvelables sont nécessaires. Il y a d'abord de la découverte, de la recherche et de la valorisation du cerveau local. Il y a aussi une amélioration des conditions atmosphériques et des conditions de lutte contre la pollution qui est absolument nocive aux citoyennes et aux citoyens. Et il y a surtout, à la fin, une amélioration de la vision financière des différents budgets de l'État. Mais elle est ouverte aussi aux investisseurs internationaux qui pourraient contribuer à cet effort-là. La réalisation de cette innovation énergétique a vu le jour grâce à la mise en place de 143 machines éoliennes. Cette option des énergies renouvelables pour la production d'électricité permettra d'accroître le rythme de l'essor économique du pays. Bien que les 143 machines soient déjà fonctionnelles depuis des mois, nous sommes en train d'installer actuellement un système de vidéosurveillance afin d'éviter les actes de pillage et de destruction tels que ceux enregistrés en 2011.
Avec une puissance totale de 245 MW, la Tunisie est classée 3e dans le monde arabe en termes de production d'énergie éolienne. Ce projet représente une production annuelle d'énergie de 600 GWh, l'équivalent de la consommation moyenne annuelle d'électricité pour 250 000 foyers. Alfred, un beau projet, cette centrale de Bizerte en Tunisie? Oui, dès lors que c'est le long de la côte et qu'on peut profiter des vents, des courants marins et donc permettre justement cette production d'électricité. Mais aujourd'hui, la tendance est au montage des hydroliennes qui permettent plus de capter la puissance de l'eau et de fournir plus d'électricité. Mais c'est déjà une bonne initiative, mais moi j'aurais plutôt tendance à penser que l'énergie solaire est encore beaucoup plus importante puisque nous avons le soleil à foison et que donc, ma foi, l'un dans l'autre, c'est toujours ça de gagner, mais c'est une bonne initiative. Après, le vrai problème, c'est toujours l'entretien de ce matériel qui a une durée de vie en gros de 25 ans. Donc il faut voir l'entretien et puis voilà le coût de l'énergie après. Alors selon vous, si l'énergie solaire serait plus rentable en Afrique, pas seulement en Tunisie, pourquoi ces pays-là misent davantage sur les éoliennes? Ils sont dans la diversification, c'est-à-dire qu'on ne veut pas concentrer tous les efforts sur un type d'énergie, j'allais dire, renouvelable propre. Et que le long de la côte, effectivement, pourquoi ne pas profiter des vents, voilà, et ça permet aussi d'envisager l'hypothèse, plusieurs hypothèses, ou l'hypothèse que si, par exemple, les panneaux solaires tombaient en panne, qu'on puisse compenser par l'énergie éolienne. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi, et puis, question de coût. Question de coût, non seulement d'installation de matériel, mais de distribution aussi. Et donc, peut-être que l'un dans l'autre, la Tunisie trouve son compte. Alors, Manik, la Tunisie est en train de mener de nouvelles études et de nouvelles prospections pour identifier de nouveaux sites propices à l'installation de ces éoliennes. On sent la Tunisie dans une bonne dynamique pour favoriser les énergies vertes. Oui, elle est dans une bonne dynamique. La diversification de la production d'énergie, c'est une nécessité. Vous savez que 80% de l'énergie, l'électricité en Tunisie est produite à base de gaz naturel. Le gaz naturel n'est pas inépuisable. Donc c'est une nécessité de diversifier le pack énergétique. Mais je partage tout à fait le constat d'Alfred. J'aurais un bémol concernant l'énergie éolienne, même si la Tunisie, je ne vais pas être trop technique, est bien exposée grâce à la dépression de Gênes, avec justement ces vents méditerranéens qui touchent la Tunisie. Et justement, il y a un potentiel éolien dans ce pays, c'est indéniable. Mais il faut faire attention parce que pour qu'une éolienne marche correctement, il faut que le vent ne soit pas trop fort, ne soit pas trop faible, il faut une constance. Donc, c'est quelque chose aussi de complexe, l'énergie éolienne. C'est bien d'avoir ce pack-là, comme l'a dit Alfred, parce que si vous avez justement un problème sur une énergie, une autre peut prendre le relais. Mais je pense que, comme Alfred, je partage tout à fait ce constat, on doit plus miser sur le solaire que sur l'éolien. C'est bien diversifié, mais attention justement au coût de production. Et c'est valable pour la Tunisie ou pour l'ensemble des pays africains? Pour l'ensemble des pays africains. Par contre, il y a des sites en Afrique qui ne sont pas comparables aux sites tunisiens. Vous savez, dans toute cette vallée du Rift en Afrique de l'Est, des spots, je dirais, qui sont optimales pour la production de l'énergie électrique justement par cette voie éolienne. Donc c'est très complexe. On ne peut pas installer partout des éoliennes sous prétexte qu'il y a du vent. Ça demande des études complexes. Et je pense que la Tunisie a tout à fait raison. Je ne pense pas que le gouvernement tunisien a tort de mettre en route cela, mais c'est des études complexes. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'on met des éoliennes partout, là où il y a du vent, que ça fonctionnera d'une façon optimale. Alors Jean-Marie, très rapidement, avant le chiffre du jour, vous partagez l'avis de Manik et d'Alfred. Il faut davantage miser sur l'énergie solaire en Afrique que sur ces éoliennes. Vous savez bien, Mira, moi, c'est ma position. Ce sont des discussions que j'ai eues sur ce plateau avec Djemal. Quelle que soit l'énergie qu'on pose en Afrique et tout, je me dis qu'on a une source d'énergie qui est épuisable. Le problème des éoliennes, pour moi, pose un souci, c'est quoi? Il faut maîtriser la technologie qu'il y a derrière. Et la plupart des pays africains, c'est-à-dire, ne maîtrisent pas encore cette technologie-là de manière durable. Moi, je préférerais même avoir ce qu'on appelle des sauts technologiques quand on fait des études dans la technologie. On fait un saut technologique. On essaye, comment on dirait, de se positionner
totalement dans le secteur, dans le domaine dans lequel tous les pays africains sont les plus forts. Pourquoi passer par des étapes intermédiaires qui vont faire en sorte qu'on va investir aujourd'hui? Ces investissements-là, on sait très bien que la nouvelle technologie arrive, celle qui nous est favorable, elle arrive. Donc à partir de là, faisons des sauts technologiques. Pour moi, l'éolien, c'est quoi? C'est-à-dire on a énormément de dépendance au niveau technologique. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand ça tombera en panne chez nous, bon, ce sera beaucoup plus difficile, comment dirais-je, à dépanner. C'est pas parce qu'on a le vent. C'est-à-dire, tout à l'heure, là, Malik est rentré un peu dans l'aspect technique des choses. Bon, vous avez la vitesse du vent et tout ce qui s'ensuit. Bon. Donc, à partir de là, chose que, il y a Alfred qui a parlé de l'hydro tout à l'heure, là. Chose dont, c'est-à-dire, vous n'avez pas les mêmes risques. C'est-à-dire, en économie, c'est quoi? C'est l'analyse des coûts et des risques qu'on court. Coûts et opportunités. Donc, ça coûte combien? Autant, éventuellement, faire un petit saut. Je vais reposer ma question. Pourquoi alors les États africains, on le voit bien, hein, les parcs à éoliennes, ça pousse un peu ce qu'on nous propose, comme des champignons ces derniers temps. C'est quoi? C'est l'Occident je suis désolé, on nous propose exactement. Ce qu'on nous propose, c'est quoi? Bon, et parlons quand même crûment. N'ayons pas, si vous voulez, peur des choses. Ça voudrait dire quoi? Quand vous avez les États occidentaux qui financent nos économies, bon, derrière, c'est quoi? On finance votre économie, vous avez des États qui le posent sur la table, on finance vos économies, et nous, c'est nous-mêmes qui vous fournissons encore le matériel dont vous dépensez chez nous. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va nous dire, bon, écoutez, on a cette technologie-là disponible, même si elle ne nous convient pas, on est obligé d'accepter puisque nous sommes à la recherche des financements, tout simplement. Juste très rapidement, il faut savoir que dans ce projet-là, en Tunisie, c'est une société espagnole qui est impliquée. Donc, ça pourra juste apporter de l'eau au moulin de Jean-Marie. Et ça a coûté 305 millions d'euros. Hein, exactement. Sur un emprunt, avec un emprunt sur 30 ans. Exactement. Moi, je considère que sur ces questions-là d'énergie et de mix énergétique, ça doit être plus l'État qui doit être en amont parce que c'est un secteur stratégique. Oui, d'ailleurs, Alfred, peut-être très rapidement réagir sur ces chiffres. 305 millions d'euros grâce à un crédit contracté auprès du gouvernement espagnol. Alors, c'est évidemment, comme c'est étalé dans le temps, on ne ressent pas les contre-coups dans l'immédiat de remboursement. Mais du coup, on est dans le système de dépendance. Or, nous voulons accéder à notre indépendance énergétique. Et donc, il y a une forme de contradiction. Là, bon, justement, pour la Tunisie, c'est pas seulement pour la Tunisie, mais c'est pour la plupart des pays africains aussi. Et il y a une chose importante. Jean-Marie, très rapidement. Oui, très rapidement. Ce qu'Alfred vient de souligner, ça voudrait dire quoi? Vous avez, par exemple, on a ça en Tunisie aujourd'hui, des éoliennes. Mais vous avez le Rwanda qui lui a opté pour, comment dirais-je, l'énergie solaire. Donc, quid maintenant, si vous voulez, sur ces 30 ans-là, quand l'énergie solaire va devenir opérationnelle, c'est vrai qu'on fera tourner ça, mais c'est une dépense supplémentaire qui a été mise en place. Sera toujours en train de rembourser. Exactement, ils seront en train de rembourser, ils courront après, alors que le Rwanda, un petit pays comme le Rwanda, aura son indépendance énergétique. Merci Jean-Marie d'avoir été avec nous. Plus faible. Je vous coupe, désolé, ça y est, c'est fini. Merci Jean-Marie. Merci Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci Malik. Merci Amira, bonsoir à tous. Merci à vous également Alfred. Merci Amira, et puis rappelez que c'est un bonheur de vous retrouver sur ce plateau, et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, merci de leur accueil. Bonheur partagé Alfred, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Nous n'avons pas eu le temps de faire le chiffre du jour, on y reviendra donc demain pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom avec un dossier du jour consacré à la filière cacao au Cameroun. À très vite.